Monsieur le ministre, vos excellences, cher Jürg, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers étudiants, chers collègues, chers amis, je vous souhaite la bienvenue au Geneva Graduate Institute et à la Maison de la Paix. C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir au nom de toute notre communauté dans son ensemble à cette séance de clôture d'une journée qui, m'a-t-on dit, a été fort dense et fort riche déjà. Donc j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont soit fatigués, soit pleins d'énergie, au contraire, grâce à ces discussions. Je souhaiterais tout d'abord commencer par des remerciements, remercier le DFAE pour son soutien pour cet événement particulier, bien sûr, mais aussi de manière plus générale pour tout notre partenariat riche, multidimensionnel. Un partenariat qui a été réaffirmé le 22 décembre 2021 par la signature à Berne d'un nouveau contrat cadre stratégique donc, entre l'Institut et le DFAE. Je voudrais saluer aussi la présence de monsieur l'ambassadeur Johannes Mathiassi, qui arrive, ou qui est peut-être déjà là, donc secrétaire d'État adjoint auprès de madame la secrétaire d'État. Et je voudrais aussi remercier de leur présence parmi nous, madame l'ambassadrice Siri Walt, directrice de la division Afrique au DFAE, ainsi que les membres de son équipe, et bien sûr monsieur l'ambassadeur Jürg Lauber, qui est venu plus en voisin aujourd'hui. Merci aussi à tous les intervenants qui ont fait de cette journée, j'en suis sûre, donc un moment de partage très enrichissant pour tout le monde. Et du côté de l'Institut, je voudrais donner un grand merci au professeur Degila, qui, en plus de ses responsabilités professorales, travaille aussi étroitement avec moi sur le déploiement d'un projet qui donnera une présence plus forte et plus stratégique à l'Institut aux questions africaines et à l'Afrique en général. Enfin, comme toujours, un grand merci à Mélissa, que j'ai vue tout à l'heure, et à toute l'équipe Evans et Com de l'Institut qui travaille sans relâche pour faire en sorte que l'organisation d'un événement comme celui-ci se passe de la manière la plus fluide possible. Nous avons le grand honneur d'accueillir pour le discours de clôture M. Jean-Marie Eouzou, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin et ancien représentant permanent de l'Union africaine auprès de l'ONU à Genève. Je laisserai au professeur Degila le soin de présenter plus avant M. Eouzou. Mais je finirai ma courte intervention avec simplement quelques mots sur le titre de la conférence prévue, « Quel avenir pour le multilatéralisme africain ?» Je crois que nous sommes tous profondément conscients des mouvements tectoniques qui fragilisent et qui questionnent aujourd'hui l'architecture multilatérale mise en place avec le siècle américain. Il est difficile d'identifier une flèche causale simple. Nous avons plutôt un ensemble de facteurs qui interagissent de manière complexe mais puissante. La toile de fond, bien sûr, est l'état de notre planète, le changement climatique comme un détonateur qui clignote de plus en plus rapidement, mais aussi notre utilisation de plus en plus irresponsable, il faut bien le dire, en tout cas au regard des générations futures, de nos ressources rares et précieuses, l'eau en général et nos océans en particulier, notre biodiversité, nos terres et nos forêts, l'air enfin que nous respirons. Cette toile de fond a un impact sur absolument tout. Elle rendra plus aiguës les questions de migration, elle rendra plus difficile notre tâche de nourrir décemment la population mondiale, elle rendra plus conflictuelles, voire violentes, les relations entre groupes humains, nations, régions du monde, elle rendra plus criantes et plus profondes les inégalités qui sont déjà trop importantes. Elle générera aussi ce que l'on peut appeler une angoisse existentielle d'espèce, qui est quelque chose que l'on vit beaucoup et que l'on voit lorsqu'on travaille avec des jeunes, avec la génération de nos étudiants. Mais cette toile de fond rend aussi plus évidente que jamais nos interdépendances et plus nécessaire que jamais une gouvernance transnationale et une architecture multilatérale. Cette architecture multilatérale est, on le sait, à réinventer, à repenser, en comprenant, en déchiffrant et en intégrant ces profondes évolutions structurelles qui redéfinissent notre monde. Quelle est la place de l'Afrique dans ce futur du multilatéralisme ? L'Afrique, nous le savons, est le continent du futur. En termes démographiques d'abord, dans la plupart des pays africains, 70% de la population a moins de 30 ans. En termes de croissance aussi, en partie en conséquence de cette caractéristique démographique. C'est aussi un continent aux ressources de plus en plus stratégiques. Mais l'Afrique est aussi le continent du futur de par la richesse de son écosystème de pratiques sociales, de formes de gouvernance, de culture et de perspectives qui, par rapport aux enjeux de notre monde, sont probablement plus pertinents que jamais et doivent pouvoir, en particulier, contribuer à l'émergence du multilatéralisme du XXIe siècle.
Donc la question n'est pas seulement quel avenir pour le multilatéralisme africain, mais bien aussi quel avenir africain pour le multilatéralisme. Je me réjouis par avance d'écouter M. Eouzou et je cède donc maintenant la parole à M. l'ambassadeur Mathiassi qui est arrivé parfaitement à temps. Voilà. Bonsoir, Excellences, Mesdames, Messieurs. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour un Suisse que d'arriver trop tard. Je suis désolé, mais ça m'a pris presque 2h30 de venir depuis, même un peu plus depuis Berne. Mais finalement, le timing, chère Madame, c'était parfait. Alors, merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ce soir ici, aujourd'hui. Et j'espère que vous avez eu une excellente journée avec beaucoup de discussions intéressantes. Le 25 mai 1963, les représentants de 30 États africains nouvellement indépendants se sont réunis et ont décidé de fonder l'Organisation de l'Unité africaine. C'était un acte courageux, tourné vers l'avenir, qui visait à faire avancer la cause de la décolonisation et à renforcer l'unité africaine. Depuis ce jour, des réalisations impressionnantes ont été accomplies et je suis honoré de les célébrer aujourd'hui avec vous. L'une de ces réalisations cruciales est sans aucun doute le développement de multilatéralisme africain fort. L'Union africaine et les communautés économiques régionales sont devenues des acteurs clés. Elles constituent aujourd'hui le cadre qui détermine les évolutions pertinentes en Afrique. De plus, l'Union africaine se présente souvent sur la scène internationale comme le porte-parole d'une Afrique unie. Ces différents éléments ont été reconnus comme force du continent africain et figure aussi dans la stratégie suisse pour l'Afrique subsaharienne 2021-2024. Celle-ci souligne ainsi que, je cite, « grâce à une bonne intégration régionale et au fait qu'il se présente uni face à l'extérieur, le continent pèse de plus en plus sur la scène internationale. » Before coming back to African multilateralism, allow me to briefly point to some additional important elements of the Swiss Sub-Sahara Africa strategy. With the strategy, Switzerland underlines the increasing importance of the region on the global political stage, as well as the growing importance for our country. The objective of the strategy is to deepen and diversify the broad relations between Africa and Switzerland in the mutual interest. The strategy aims at broad-based cooperation with its African partners on an equal footing. The strategy lies out for 4 thematic priorities, which are based on the general foreign policy strategy of Switzerland, and they were explicitly chosen to be broad. Those are, first, peace, security, and human rights. Second, prosperity. Third, sustainability. And 4, digitalization. Those thematic priorities are applied with particular attention to 5 geographical priority regions. And in addition to the Sahel region, there is the Horn of Africa and the Great Lakes region, and Switzerland defined the lion economies as a priority. With this term, loosely based on the concept of the Asian tiger economies, Switzerland highlights the economic potential of many African countries. Lastly, and this brings me back to tonight's topic, Switzerland makes the regional
organizations a priority. Switzerland sees the African Union and the REC as key partners in Africa and as a guarantee for the stability and prosperity of the continent. Over the last 2 years of the global pandemic, the African Union has proven its crucial role once more. The African Center for Disease Control helped countries navigate the complex dynamics of the pandemic, while the African Union and its key organs remained operational and continued to work on peace and stability on the continent. Switzerland and the African Union have signed a Memorandum of Understanding in 2016, which consolidates the cooperation in the area of peace and conflict. A key pillar of our engagement in this field is the Swiss support to the African peace and security architecture. An additional aspect of our engagement with the African Union on peace and conflict issues is the strengthening of the relations between the African Union and the UN, notably the councils, for instance, the UN Security Council and the African Union Peace and Security Council. Since 2015, Switzerland supports the high-level seminar on peace and security in Africa, which brings together the 3 African members of the UN Security Council and the members of the African Union Peace and Security Council. Speaking of the UN Security Council, I'm sure that you are all aware about that. Switzerland aspires to become a non-permanent member of the Security Council for the next period, 23-24. If elected, and it should take place in a couple of days on the 9th of June in New York, and for the moment there are 2 candidates for 2 seats, so everything should work out. If elected, Switzerland would be committed to continue its already strong cooperation with the African Union, also within the UN Security Council. Comme nous venons de le mentionner, le multilatéralisme africain est une priorité essentielle de l'engagement de la Suisse en Afrique. Comme nous le savons tous, le monde évolue. Il évolue constamment et nous devons en faire autant. C'est dans cet esprit que le Département fédéral des affaires étrangères suisse a volontiers coopéré avec l'Institut universitaire de Genève afin d'organiser une journée de réflexion sur la diplomatie régionale et multilatérale en Afrique et au-delà. Le discours public de ce soir sur l'avenir du multilatéralisme en Afrique est à la fois la conclusion et le point fort de cette journée de réflexion. Je ne doute pas que, Excellence, Monsieur le ministre Jean-Marie Aouzou, partagera avec nous des idées précieuses et des réflexions très intéressantes basées sur sa carrière distinguée. En tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, ancien représentant permanent de l'Union africaine auprès des Nations unies à Genève et ancien ambassadeur du Bénin auprès des Nations unies à New York et de l'Union africaine à Addis Abeba, il est particulièrement bien placé pour réfléchir à la question de l'avenir du multilatéralisme africain. Permettez-moi de vous souhaiter encore une fois la bienvenue à Genève ce soir et de vous souhaiter une fois de plus une bonne conclusion de cette journée de l'Afrique. Merci beaucoup.
factum est, tout a été dit. Il est difficile de présenter le ministre Erouzou après les mots très aimables du secrétaire d'État. Alors je vais, si vous le permettez, donner tout de suite la parole à Jean-Marie Erouzou pour partager ses vues sur le multilatéralisme africain. Monsieur le ministre. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui s'étend, les dents qui se serrent, la tête, la tête, large et froide. C'est d'une remontée jamais vue que je parle, messieurs. Malheur à celui dont le pied flanche. Aimé Césaire dans la tragédie du roi Christophe. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette interpellation du célèbre homme politique de la diaspora afro-antillaise revient à nous en ce jour où nous célébrons les 59 ans de la création de l'Union africaine, de l'OUA, devenue en 2002 l'Union africaine. Je remercie l'Institut international du développement pour avoir pris l'initiative de la présente manifestation en partenariat avec la division Afrique du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, de m'avoir fait l'honneur de m'y convier afin de partager le fruit de quelques réflexions sur l'avenir du multilatéralisme africain. Ce passage d'Aimé Césaire que je viens de citer a, selon Jérôme Carlos, un politologue béninois, je cite, la valeur d'un appel au sursaut dans un monde en profonde mutation dont l'Afrique est un pôle crucial d'interrogation, mais aussi d'espérance. Chère Madame Marie-Laure Sals, directrice du Geneva Institute et Graduate Institute, je vous remercie pour le chaleureux accueil que vous m'avez réservé et pour la bonne organisation de cette manifestation. Permettez-moi en même temps d'exprimer ma reconnaissance à mon compatriote, le professeur Delidji Eric Dedjila. J'espère qu'il doit être heureux que j'ai bien prononcé son nom. Ce n'est pas évident que les autres le fassent comme ça. Dont le rayonnement ici, dans votre institut, fait honneur au Bénin et à l'Afrique. Delidji, merci. Je remercie également le docteur Ueli Steiger pour son dynamisme et sa passion remarquable pour l'Afrique. Je salue également M. l'ambassadeur Johannes Mathiassi, secrétaire d'État adjoint au département fédéral des affaires étrangères, et Madame l'ambassadrice Siri Walt, ainsi que son équipe de la division Afrique pour leur engagement à l'endroit de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous auriez dû vous poser la question, ce monsieur ne salue pas les gens avant de commencer son propos. Il le fait finalement. Bonsoir et bienvenue à cette manifestation consacrée au multilatéralisme africain. Qu'est-ce que le multilatéralisme? Je ne veux pas vous donner un cours, mais je sais que cela nous donne à voir de l'Afrique ainsi que l'engagement dans la structuration d'un nouvel espace de coopération mondiale. Comme vous le savez, et des voix plus autorisées peuvent en parler dans cette enceinte académique, le multilatéralisme désigne des formes de coopération entre États, organisations internationales et acteurs étatiques. Il consiste en particulier pour les États à collaborer collectivement
à élaborer collectivement les règles régissant leurs relations et à conduire des politiques concertées. Il s'inscrit à rebours des logiques de rapports de puissance que Raymond Aron définit comme la capacité d'une unité politique d'imposer sa volonté aux autres unités politiques. Le multilatéralisme est donc l'un des principaux modes de régulation des relations internationales, en particulier depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi l'un des leviers essentiels de l'action internationale des États, quelle que soit leur taille et leur puissance. Il régit tous les enjeux d'interdépendance internationale aujourd'hui. Résolution des conflits, désarmement, droits de l'homme, commerce, finances, développement, santé, climat, biodiversité, etc. Il se double d'une dimension qualitative et normative et en visant notamment à établir un ordre international coopératif. L'Afrique est aujourd'hui un continent au cœur des défis et enjeux mondiaux et un des maillons essentiels du multilatéralisme global. Les indépendances en 1960 ont projeté, comme chacun le sait, l'Afrique de plein pied dans le multilatéralisme global, sans préparation préalable. Le multilatéralisme africain a pris corps concrètement il y a 59 ans aujourd'hui. En effet, comme le ministre l'a rappelé tout à l'heure, le 25 mai 1963, précisément, naissait l'Organisation de l'Unité africaine. La naissance de cette organisation panafricaine a consacré le triomphe d'un certain pragmatisme africain. De fait, deux conceptions s'affrontaient, avec beaucoup de rage, mais beaucoup de complaisance également, quant à la forme concrète à donner à cette institution qui était le creuset du panafricanisme africain, le continentalisme pour les uns et le régionalisme pour les autres. Au terme de plusieurs discussions, rencontres et autres négociations politiques, l'option pour le régionalisme s'imposa officiellement à Addis Abeba le 25 mai 1963. La charte de l'OUA adoptée était le résultat d'un âpre compromis entre les États dits modérés, Union progressive du continent, d'après leur conception, et les pays progressistes, les chantres d'une fédération panafricaine à établir sans délai. Ceux-là étaient représentés par un certain Kwame Nkrumah. Mais dans un camp comme dans l'autre, rares étaient les pays qui étaient vraiment disposés à concéder une parcelle quelconque de leur souveraineté nouvellement acquise à la nouvelle organisation continentale. La création de l'OUA fera dire au professeur Mohamed Bedjaoui d'Algérie qu'elle a consacré un panafricanisme assez frileux. Toutefois, ce qui était obtenu a permis de jouer un rôle important au sein de l'ONU et les institutions spécialisées installées un peu partout, ici même à Genève. L'OUA, que j'ai eu l'honneur de représenter à travers l'Union africaine, a par exemple ouvert son bureau à Genève depuis 1973, donc 10 ans après la création de l'OUA. Le groupe régional africain, ici comme à New York, a pris de l'ampleur, devenant au fil des ans très visible. Aujourd'hui, le groupe africain est devenu un partenaire actif, autant que tous les autres groupes régionaux, et pèse de tout son poids dans les débats sur tous les sujets clés. À sa création, les objectifs de l'OUA étaient, entre autres, de renforcer l'unité et la solidarité des Africains, coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique et l'apartheid de l'Afrique du Sud, favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
En dépit des succès indéniables enregistrés dans les domaines de la décolonisation et de la lutte contre l'apartheid, l'OUA n'a pu exercer qu'une fonction politique symbolique sans pouvoir réellement peser, par exemple, sur le règlement des conflits intra-africains et le développement socio-économique des pays africains. De même, sur la scène internationale, l'OUA, en dépit de nombreuses lacunes, n'empêchait pas l'Afrique de parler d'une même voix dans de nombreux domaines et limitait parallèlement l'action du continent à peser sur de multiples sujets clés. L'avènement de l'Union africaine en 2002 a permis d'enclencher une nouvelle dynamique qui a contribué à l'impulsion actuelle. De nombreux défis perdurent, toutefois, sur le continent qui compte 33 pays moins avancés sur les 46 aujourd'hui dans le monde. C'est un record un peu triste. Cependant, la longue quête de son unité économique et politique du continent reste un enjeu majeur pour le continent. L'Union africaine deviendra la dernière manifestation institutionnelle de cette longue bataille. L'Union africaine, écrira Jean Ping, deuxième président de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. Il était très euphorique, mais très pertinent, avec des mises en garde, est la concrétisation contemporaine des idéaux panafricanistes en matière de progrès économique, social et culturel des peuples d'Afrique. Sa création représente le changement politique le plus significatif intervenu dans les relations interétatiques africaines durant ces 50 dernières années. À la différence de la charte constitutive de sa dévancière OUA, Organisation de l'Unité africaine, l'acte constitutif de l'Union africaine pose une nouvelle série de principes qui, s'ils sont mis en œuvre, peuvent hisser l'organisation panafricaine au premier plan dans la lutte engagée à l'échelle planétaire en faveur de la sécurité humaine, des droits de la personne et de la bonne gouvernance. C'était une citation de Jean Ping. Les principes qui fondent l'Union africaine peuvent également permettre à celle-ci de joindre les efforts à ceux entrepris au niveau universel en matière de sécurité, de développement économique, de commerce extérieur, de santé, d'environnement, de changement anticonstitutionnel. C'était un peu la marque de fabrique en Afrique. C'est ça. Voilà. De gouvernement, bien sûr, de lutte contre l'impunité et le terrorisme et la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, comme l'écrivait en 1988 l'écrivain nigérian chinois Achebe, Africa is not only a geographical expression, it is in fact a view of the world and the whole cosmos perceived from a particular position. Il définit ainsi une marque de fabrique. L'Afrique existe. Et ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est une réalité. Cette marque de fabrique africaine a été particulièrement mise en exergue par un grand homme dont le nom résonne, marque encore les esprits de la communauté internationale, à savoir le président Nelson Mandela. En effet, en s'engageant après tant d'années de prison, avant la prise de fonction, à n'effectuer qu'un seul mandat présidentiel, et surtout en respectant cet engagement, malgré les différentes pressions l'incitant à se représenter pour un deuxième mandat, la Constitution le lui permettant d'ailleurs, Madiba aura contribué grâce à sa vision et à son autorité morale à l'inclusion de l'Afrique au sein de la communauté internationale. La preuve, on en parle encore. Dans le domaine économique,
et pour son développement véritable qui lui permettra d'être un poids économique, de sortir de la dépendance actuellement observée dans le système multilatéral vis-à-vis des autres régions, il va sans dire qu'il revient aux leaders africains de créer les conditions nécessaires qui permettront l'impulsion idoine pour renforcer le processus d'industrialisation déjà amorcé sur le continent. C'est l'une des conditions qui permettra d'arrêter l'hémorragie de ses fils vers le reste du monde, car l'Afrique doit cesser de laisser mourir ses enfants dans la Méditerranée. Elle doit parvenir à créer un cadre compétitif afin de peser véritablement dans le système multilatéral commercial, et ceci passe par la mise sur pied de politiques économiques qui répondent aux différents enjeux et défis politiques, socio-économiques, présents et futurs, d'où la nécessité et l'urgence de la création des emplois décents sur le continent et la transformation locale de ces nombreuses, je répète cela 3 fois, matières premières, car l'Afrique vend plus ces matières premières qu'elle ne les transforme dans le monde entier. On vient chercher les richesses de l'Afrique et l'Afrique vend ses richesses pour demeurer pauvre. Excellences, mesdames et messieurs, ce n'est pas si négatif que ça parce qu'il y a une grande avancée qui vient d'être réalisée sur le continent. Les chefs d'État ont créé, au terme de nombreuses négociations, ce que nous appelons aujourd'hui la zone de libre-échange économique. Cela va permettre au moins de renforcer le commerce intra-africain, qui est jusqu'à ce jour très faible, 16% seulement, contre l'Asie, 64% et au-delà. Donc, il faut, mais pour que le commerce évolue, il faut bien la production. Si on ne produit rien, la population ne peut pas se regarder. Non. Donc, pour renforcer et donner une substance à la zone de libre-échange économique, il faut nécessairement que l'industrialisation de l'Afrique devienne une réalité et que la production s'amorce. L'avenir du multilatéralisme africain passera nécessairement par un engagement sans concession des leaders africains en faveur du droit international, un respect scrupuleux de l'acte constitutif de l'Union africaine. En effet, les leaders doivent avoir l'audace de respecter pleinement les règles de leurs propres institutions, auxquelles ils ont volontairement et d'un commun accord contribué à bâtir, ainsi que les règles internationales reconnues par tous. Forte de son unité et dynamique dans un nouvel apport économique au travers des prouesses de son industrie, l'Afrique sera alors une fois certainement plus audible et plus respectée. Libérée de tout paternalisme traditionnel ambiant, elle pourra davantage être incluse dans le concert des nations en contribuant de manière positive à l'émergence d'un monde pluriversel. Pour y parvenir, l'Afrique doit avoir l'audace collective de la vérité en dénonçant ce qui doit l'être collectivement sans se laisser intimider ni détourner de ses objectifs. Le recours à la force ne doit pas devenir une option banale des relations internationales. L'Afrique doit pouvoir prendre cette distance vis-à-vis de ce genre de situation. À la suite de Nelson Mandela, qui a été un exemple en montrant la voie de l'humilité tout en étant un grand au milieu de ses pairs, l'Afrique constitue une véritable force de proposition pour construire un nouvel ordre mondial et de ce fait doit être davantage incluse dans le concert des nations. L'acte constitutif de la nouvelle organisation panafricaine évoque à ce titre des principes normatifs nouveaux
pour défis institutionnels nouveaux, comme le dit le professeur Tidjania Maloua du Malawi. En effet, l'acte constitutif de l'Union africaine insiste sur des objectifs tels que l'accélération de l'intégration socio-politique et socio-économique du continent, la promotion et la défense des positions africaines communes, la participation populaire et la gouvernance, la promotion et la protection des droits de l'homme et des peuples, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, par la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et de nombreux mécanismes appropriés. L'Union africaine a le droit, d'après ces textes, d'intervenir dans les États membres en cas de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et des actes de génocide. La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, la promotion de la justice sociale en vue du développement équilibré. L'acte constitutif de l'Union africaine a beaucoup insisté sur la condamnation et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les suspensions de ces États sont automatiques sur tous les plans. L'engagement en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et l'état de droit est l'un des principes fondamentaux sur lesquels s'appuie le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD, adopté en 2001 en tant que nouveau projet global de développement à long terme social, sur le plan social, politique du continent. Il est à rappeler que le NEPAD a été adopté en tant que partie intégrante de l'Union africaine. Et le NEPAD a mis en place un mécanisme d'évaluation par les pairs, ce que j'ai constaté ici quand je suis arrivé à Genève, lorsque on a parlé des mécanismes d'évaluation. L'Afrique, c'est au niveau des chefs d'État que cela se fait. Mécanisme d'évaluation par les pairs. Ils se disent beaucoup de vérités. J'ai eu la chance de participer à un certain nombre de réunions dans ce cadre-là, précisément. Et lorsque vous n'êtes pas chef d'État, vous ne parlez pas. Le chef d'État ne désigne même pas un Premier ministre pour le remplacer, tant que ce n'est pas un Premier ministre chef de gouvernement. Or, tout le monde sait qu'en Afrique, nous n'avons pas de bicéphalisme, nous avons des chefs. Des chefs. C'est ça. Voilà. Nous avons des leaders. Donc, c'est le chef qui parle, pas les autres, pas le premier des ministres, parce qu'il n'est pas chef de gouvernement. En adhérant au principe de respect de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, l'Union africaine, qui a même mis en place une charte africaine spéciale sur les élections, la démocratie et la gouvernance, rejoint un nombre croissant d'organisations régionales qui ont décidé d'insérer des clauses démocratiques dans leurs textes constitutifs, bien sûr, à l'instar de l'Union européenne. Nous aussi, on a fait ça en Afrique. L'Afrique va même innover. Comme je l'ai dit tantôt, innover. Les chefs se jugent par eux-mêmes et s'apprécient par eux-mêmes, se dénoncent par eux-mêmes. C'est une véritable avancée par rapport à sa dévancière OUA, surtout dans la condamnation des changements anticonstitutionnels devenus une véritable doctrine sur le continent. Ici, le pays concerné est automatiquement suspendu, soumis aux sanctions jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel immédiat. C'est vrai. Lorsqu'on applique un peu aveuglément ce genre de principe, cela cause quelques petits problèmes. Car ce qui se passe aujourd'hui dans un pays frère qui est proche de mon pays, eh bien, il y a peut-être des coups d'État populaires. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? S'ils sont populaires, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, il faut réfléchir avant d'appliquer les sanctions. Avant d'imposer les sanctions, il faut beaucoup réfléchir. Ah ouais.
Vous avez pu certainement le constater dans les médias, s'ils en font état ici, avec la situation dans différents pays africains, quand bien même les populations sont apparemment en majeure partie en faveur de ces changements. Mais un coup d'État, c'est un coup d'État. Ça, c'est vrai. Qu'il soit populaire ou pas populaire, c'est un coup d'État. Donc, il faut trouver des formules. Réfléchir là-dessus. Il y a par ailleurs une interdiction formelle du recours à la force entre États membres et une incitation particulière au respect des droits de l'homme, ainsi qu'au droit de chacun à vivre en paix et en sécurité. Nous notons également la mise en place d'une coordination des actions communes pour relever les défis politiques et socio-économiques d'aujourd'hui. Il y a aussi un fait important, notamment la mise en place d'une nouvelle architecture de la paix et de la stabilité avec la création d'un Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, composé de 15 membres, dont 5 sont élus pour un mandat de 3 ans et les autres plutôt pour les mandats de 2 ans. Les membres sont désignés par les États au sein de chaque groupe régional de manière à refléter l'équilibre régional. Le Conseil de paix et sécurité, le CPS, est basé sur le modèle du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais tenez-vous tranquille, hein. Chez moi en Afrique, il n'y a pas de droit de veto. Personne n'arrête l'application d'une décision au motif qu'il n'est pas d'accord. Non, il n'y a pas de droit de veto sur le continent africain. Lorsqu'on voulait créer le CPS aux Nations Unies, il y avait une certaine protestation contre cette manière africaine de voir les choses, de vouloir s'approprier ces problèmes. Et on disait que non, pourquoi ils veulent créer une doublure du Conseil de sécurité? Pourquoi? Mais c'était bien vu, très bien vu, parce qu'à l'époque, déjà, 70 à 75% des débats au Conseil de sécurité, c'était des dossiers africains. Pourquoi les laisser jusqu'à New York alors qu'on peut rester à Addis Abeba pour en discuter? C'est ça. Et être en complémentarité avec New York, surtout que le chapitre 8 de la charte autorise la collaboration entre les États et entre les régions et les Nations Unies. Il y a également été prévu un conseil des sages et même un parlement panafricain, même si ce parlement n'a pas voix délibérative, c'est une voix consultative, tout simplement. Mais c'est vous dire que les choses peuvent progresser si on leur donne plus de substance. Comme vous pouvez l'imaginer, les principes énoncés ci-dessus offrent sans conteste un nouveau départ pour l'Afrique. Toutefois, si les États africains ne manifestent pas leur volonté politique à réaliser fidèlement ces principes et objectifs, et l'idée de l'Union pourrait, j'en suis un peu triste, tourner court, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Nous évoluerons, nous progresserons. Les textes africains sont des textes sans chauvinisme, des textes merveilleux, l'un des plus merveilleux, même pour certaines régions. Si on les appliquait, l'Afrique allait décoller. J'ai dit la vérité. Ce n'est pas parce que je suis africain que je le dis. Les textes, je les ai pratiqués, j'ai lu, j'ai négocié, c'est formidable. C'est des très très bons textes. On a actuellement l'impression que, bon, malheureusement, comme les choses se bloquent un peu sur le continent, eh bien, on a ces dernières années ont donné lieu à ce que mon compatriote Dedila a qualifié dans une récente publication de
avec cette résurgence-là qui arrive, des militaires qui arrivent au pouvoir, des pandémies, des coups d'État. Donc à la pandémie qui s'est installée il y a quelques mois encore sur toutes les régions, l'Afrique a ressuscité une nouvelle pandémie. C'est la pandémie des militaires à la tête de certains de nos États. Excellences, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, j'ai commencé cette présentation par une interpellation. Je voudrais la terminer par un appel. Je lance simplement un appel aux États africains d'une manière générale, aux locomotives actuelles du continent, à taire leurs divergences afin d'être à l'avant-garde des initiatives régionales dans l'intérêt supérieur de l'Afrique. Je voudrais renforcer cet appel par un extrait du discours du président Senghor du 25 mai 1963 lors de la création de l'OUA. Citation, « Je dis qu'alors, ressuscitant les vertus de Saint-Augustin et d'Ibn Khaldoun, ressuscitant les vertus de nos bâtisseurs, de nos sculpteurs, de nos peintres, de nos poètes, au nord et au sud de Sahara, l'Afrique contribuera puissamment à l'édification de la civilisation universelle. Par son unité, elle aura été auparavant un facteur de paix. De cette paix sans laquelle il n'est pas de civilisation. Je voudrais rassurer aussi, pour finir, remercier le gouvernement de la Suisse. D'abord pour cette journée, parce que c'est la journée de l'Afrique, organisée ici. L'initiative est venue de la Suisse. C'est une très bonne chose. Je félicite le gouvernement de la Suisse. Et je dis en retour, l'Afrique unie soutiendra la Suisse pour son élection au Conseil de sécurité par un vote massif. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce brillant exposé qui donne à voir les dynamiques à l'œuvre et qui surtout nous rappelle combien l'Afrique a un rôle clé à jouer sur la scène mondiale. Je suis très heureux d'avoir avec nous des étudiants de l'Institut qui ont écouté, je suis sûr avec beaucoup d'intérêt, les propos du ministre Erouzou. Et j'aimerais tout de suite leur donner la parole, non pas pour le challenger, mais pour partager leurs questionnements. Et nous avons Micole Ambroso, qui est étudiante. Oui, vous pouvez l'applaudir. Micole est étudiante ici chez nous, dans le département de sciences politiques et relations internationales. Elle est africaine. Et aussi européenne à moitié. Et nous avons Abdourahmane Dio, qui est étudiant ici également dans le programme d'études de développement. Et nous avons aussi un Africain de cœur, même si c'est Sinan Kiriski, qui est étudiant aussi en études de développement, originaire de la Turquie, mais africain de cœur. Alors, je leur donne tout de suite la parole pour nous rejoindre ici et partager leurs questionnements et engager un dialogue avec le ministre Erouzou.
Good afternoon, everybody. So first of all, si vous me permettez, je vais faire mon intervention en anglais. I would like first to thank His Excellencies, but also Professor Dejila and Dr. Uli for giving us this opportunity and this privilege of being here and representing students, knowing that there's a pool of very smart students who are actually here, but we have the privilege to actually engage in this conversation. So thank you very much for this. We really very much appreciate it. Before I would like to start with just a set of reflections briefly, because it's been a very rich day today. One of the key takeaways, I guess, that I took from the session this morning, and that will kind of guide my question, was that African multilateralism was one of the key features of that is dialogue and negotiations. So I would like to bring up the question of Mali, which is a boiling question, and this is I guess, very much specific to ECOWAS. We've seen that ECOWAS have decided to impose sanctions on Mali, and according to some legal experts, some of the sanctions that have been imposed against Mali are not on the text, actually, of ECOWAS. One of the things that you mentioned in your talk was that leaders need also to respect the rules that they have themselves put together. So we've seen that, but even when the government have decided to sanction Mali, we've also seen a lot of popular movement, whether it is in Senegal, whether it is in Mali, that are actually in support of the Malian government. So my question today would be, if African multilateralism is based on negotiation and dialogue, but then today ECOWAS decided to impose sanctions, something that maybe we haven't seen before, what does it mean for African multilateralism? Have we moved from this thing that we really very much cherished toward a different multilateralism, or is it because the context of the coups and a different disruption that have taken place on the continent are calling for this type of sanction and this nature of multilateralism? Thank you so much. I would like to intervene in French. I think that your French is not forgotten. OK. Alors, la situation au Mali est un cas de figure, comme je l'ai dit tantôt. C'est un cas de figure. La situation au Mali était bloquée. D'abord, il y a cette situation imposée par la circulation des armes légères et massives de destruction dans la zone du Sahel, avec ce qui s'est passé en Libye. La Libye étant presque frontalière avec. Et lorsque la situation en Libye empirait, j'avais dit à l'époque, j'étais ministre des Affaires étrangères, j'avais dit à l'époque, si on y prend garde, c'est toute la zone du Sahel qui sera menacée. Le Sahel sera une poudrière à ciel ouvert et tous les États seront menacés. Et qu'il fallait arrêter immédiatement ce qui se passe en Libye. Il fallait arrêter cela. Parce qu'il y a plus d'armes que de militaires, que de soldats en Libye. Les armes étaient nombreuses. Ceux qui pouvaient s'en occuper s'en sont occupés. C'est les djihadistes. Ils ont pris les armes. Ils sont venus déstabiliser avec la situation d'une manière générale avec les Touaregs. C'est ça le vrai problème. On ne peut pas régler ce problème-là, j'avoue, tel que la CEDEAO l'a pris. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement libyen et le gouvernement malien a été confronté à une situation qui a été imposée par des conflits exogènes.
et qui finalement se sont greffés sur des conflits endogènes. Il faut tenir compte de la sociologie des peuples. Les sanctions, c'est vrai, c'est prévu, comme je vous l'ai dit tantôt, mais il ne faut pas les appliquer, les imposer de manière aveugle. La preuve, qui a accepté ces sanctions? Personne. Même pas les voisins du Sénégal, et les voisins du Mali. Les voisins du Mali. Ils ont été victimes aussi. Le Sénégal ne pouvait plus faire de commerce avec ainsi de suite. La Guinée, ainsi de suite. C'est ça. Dans ces conditions, je crois qu'ils vont revenir. Moi, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. J'apprends que cette affaire d'imposer un calendrier aux militaires pour qu'ils arrêtent, ils quittent le pouvoir. C'est vrai qu'eux aussi, ils avaient vu un peu trop long leur épopée, et il fallait... Non, c'est négocier avec eux. Il faut envoyer des diplomates, négocier avec eux. Il faut négocier avec eux. Vous voulez 5 ans, mais 5 ans, c'est trop long, effectivement, pour apaiser. Ça ne résoudra rien du tout. Mais imposer par la force, carrément, des sanctions, punir doublement, triplement, quadruplement des peuples meurtris, je trouve, personnellement, en tant qu'observateur de la situation, cela négatif. Je ne dirai pas plus. Bonjour. Yes, I would like to thank everyone as well, Your Excellencies, as well as Professor Djila and Uli Steger for giving us this opportunity. And je vais m'exprimer aussi en anglais si ça vous dérange pas. J'aurais bien voulu que ce soit plutôt en français. C'est vrai. On est une institution bilingue. Oui, c'est On vrai. donne la place à tout le monde. Oui. So I'm also speaking in the capacity of a young person who is about to graduate and trying to figure out my place and what I can do. And I've had a lot of discussions with fellow students about how in the face of so many challenges, it's sometimes hard to have optimism about our ability to enact change. And in that sense, I think it's arts and culture are very important in fostering that optimism by creating and imagining a future that is better than the one that we have now. And I was wondering as well, in terms of multilateralism, in order to have multilateralism that is of good quality, we need to have mutual understanding. And in that sense, I think art and culture is also important to be incorporated in multilateralism to foster mutual understanding. And I was wondering how you saw the place of art and culture and how we can incorporate it more in our in multilateralism in order to also project an identity that is self-representative of the continent and of specific countries within the continent. Thank you. Merci beaucoup. Je pense que pour répondre à votre préoccupation, il faut intégrer davantage la jeunesse dans les différents programmes de développement. La jeunesse. En l'an 2050, les statistiques démontreront que, eh bien, il y aura plus de jeunes en Afrique que dans le monde entier. Dans le monde entier. Et aujourd'hui, cette jeunesse est encore désœuvrée. Il y a de quoi être pessimiste, mais je pense qu'en les intégrant dans les différents programmes de développement, il faut les occuper davantage. Sinon, si
s'ils ne sont pas occupés, s'ils ne sont pas pris en compte, si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, ils seront récupérés immédiatement par le premier djihadiste du coin qui leur offre, eh bien, avec des gains imaginaires, qui leur offre des choses pour les faire miroiter, pour dire que si vous nous suivez, vous aurez de bonnes choses. Peut-être pas sur terre, même au ciel. Mais ceux qui parlent ainsi, malheureusement, ne sont pas allés et revenus. Aucun d'entre eux. C'est ça. Mais c'est parce que tout simplement, le désœuvrement a fait le problème. L'éducation, la santé, l'éducation primaire, secondaire, universitaire doit être développée sur le continent. Il faut éduquer les enfants, il faut les former, il faut former les adultes. Ce n'est pas les taux que nous constatons aujourd'hui. Le taux d'analphabétisme est de près de 60% sur le continent. Ce n'est pas un taux qui donne des promesses pour la jeunesse. Il faut renforcer le système éducatif par une intégration globale. Tout enfant qui naît doit être enregistré. L'Union africaine a pris une décision il y a quelques années, c'est d'enregistrer tous les enfants qui naissent sur le continent. Comme je vous l'ai dit, nous avons les meilleurs tests au monde. Mais dans leur application, ça pose toujours problème. Parce que je ne suis pas très sûr que même dans mon propre pays, si les enfants qui sont nés dans mon village aujourd'hui, de parents analphabètes, s'ils seront enregistrés demain, même dans un mois. Parce que vous allez à la mairie pour faire la déclaration, on vous dit de revenir dans un mois ou dans 2 mois. C'est ça. Maintenant, il faut mettre des infrastructures scolaires à disposition. Il faut mettre des infrastructures scolaires à disposition. Je vais encore donner un exemple. J'ai été par le passé directeur des ressources extérieures, coordination des ressources extérieures dans mon pays. Je traitais avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire. L'année dont je parlais là, nous avions un déficit d'enseignants, d'instituteurs de près de 19 000 enseignants. Et la Banque mondiale et le Fonds monétaire disaient il n'y a pas 1 centime à ajouter à la masse salariale. Parce que si vous recrutez les gens, c'est que vous devez les payer. Pas 1 centime. J'ai écouté le monsieur, sa délégation, chef de délégation. Je lui ai dit de répéter. Il a répété, il dit que les programmes seront bloqués si vraiment vous y tenez. La seule réponse que je lui ai faite, sortez de mon bureau. Il allait voir mon ministre. Sortez de mon bureau, c'est tout. J'ai un déficit de 19 000 enseignants et vous me dites que ça doit rester en l'état. Voilà. C'est-à-dire que la communauté internationale doit nous aider à régler également ce genre de situation. Lorsque nous allons à la Banque mondiale et au Fonds monétaire, que nous mettons sur la table des programmes, il y a des choses dont il ne faut pas tenir compte. La masse salariale. Mais qu'est-ce que vous voulez avec une masse salariale et des enfants qui ne sont pas éduqués? Or, un pays qui ne recrute pas d'instituteurs, c'est un pays qui se meurt. Parce que l'instituteur est le premier papa, la première maman de tout enfant qui naît. Voilà. Donc, c'est la communauté internationale qui doit nous aider à avancer dans les programmes que nous faisons en faveur de la jeunesse. Pas laisser le soin aux États. Pas laisser le soin aux États. Les États ne sont pas très riches sur le continent, même si nous trouvons sur le continent des multimilliardaires. Mais c'est des individus. Les États sont pauvres. Les États ne sont pas riches, n'ont pas les moyens nécessaires. Certes, vous me parlerez du gaspillage. Je suis d'accord avec vous. Vous me parlerez de la corruption. Je suis d'accord avec vous. Cependant, cela ne fait pas le nécessaire
pour que la communauté internationale se désengage des programmes en faveur de la jeunesse pour leur intégration dans le développement économique et social du continent. C'est très important ce que je dis là. Et cette jeunesse, c'est par désespoir qu'ils font de la Méditerranée le cimetière maritime jamais créé au monde. C'est triste. Lorsque mon continent a souffert de la traite des esclaves, a souffert de la colonisation, et aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui allons dans la Méditerranée pour faire de cette mer un cimetière maritime. Si les gens avaient les moyens de vivre décemment dans leur pays, ils ne prendront pas le chemin de l'exil. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les exils, non. Il faut, bien sûr, mais il ne faut pas aller en désespoir de cause. C'est ça. Donc, c'est des programmes intégrés. Et c'est là que je lance vraiment, encore une fois, à la suite des gouvernements, bien sûr, je lance un appel à la communauté internationale pour, si l'Afrique doit jouer un grand rôle, le rôle qui est le sien, et pour lequel elle se bat tous les jours, faute de moyens, elle ne réussit pas, eh bien, si vous voulez compter sur l'Afrique, aider l'Afrique à mieux intégrer les programmes de développement en faveur de la jeunesse africaine. Je vous remercie. Sinan, Oui. avant de vous donner la parole, j'aimerais peut-être dire un petit mot à la suite de ce que le ministre a dit, en disant que effectivement c'est important que les partenaires des pays africains soutiennent les programmes d'éducation, mais je crois qu'il y a aussi à mettre l'accent sur la responsabilité des élites africaines à faire des choix prioritaires. Et il y a des ressources dans un certain nombre de pays africains qui parfois sont divertis pour d'autres choses. Je ne donnerai pas de nom ni de pays, mais le budget de l'armement de certains pays africains peut être très conséquent. Donc il y a, je crois, aussi un sens de la responsabilité propre aux Africains à souligner, parce que c'est d'abord et avant tout à eux de prendre en charge l'avenir de leur pays en investissant dans l'éducation. Et pour ça, c'est sûr que la Suisse est un partenaire privilégié, puisque au Bénin, l'éducation, et je vois ici Madame Dionné Descartes, qui était représentante de la Suisse il y a quelques années, l'éducation a toujours été une priorité de la Suisse au Bénin, mais c'est important de rappeler aussi la responsabilité des élites africaines à donner la priorité à ces politiques de développement et notamment à l'éducation. Ici à l'Institut, nous avons avec Madame la directrice vraiment l'ambition de créer des passerelles pour attirer, accueillir un peu plus d'étudiants africains. Je suis très heureux de voir que il y en a déjà, quelques-uns, ils sont tous là, et c'est un beau signe et une bonne perspective pour ce que nous essayons de faire ici. Sinan? Monsieur, je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre discours qui était très intéressant. Et je remercie aussi mes collègues pour leurs questions qui étaient très riches et très intéressantes. Comme M. Djila a expliqué, je suis un Africain de cœur, un panafricain convaincu, un Suisse d'origine turque. Et M. Djila a parlé de l'éducation et j'aimerais aussi parler de l'importance des personnes, des étudiants qui sont non africains de s'éduquer et d'apprendre l'histoire de l'Afrique, d'apprendre Mansa Moussa, son forme de gouvernement qu'il avait, d'apprendre Sundiata Keita, de lire Aimé Césaire et de lire aussi les penseurs politiques africains. Je pense que ça, c'est très important et ici, à l'Institut, on le fait. Et je suis très reconnaissant à l'Institut parce que lorsque j'ai fait mes études de licence, malheureusement, dans le cours Paul 101, Paul's 101,
On m'a parlé de Locke, on m'a parlé de Voltaire, on m'a parlé de Rousseau, mais on ne m'a pas parlé d'Aimé Césaire, on ne m'a pas parlé d'autres grands penseurs panafricains. Moi, j'aurais une question sur comment est-ce que le multilatéralisme africain peut être plus inclusif et comment peut-elle regagner la confiance de la population? Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Le multilatéralisme africain, comme je l'ai décrit dans mon propos, c'est un grand chemin qui se développe. C'est un chemin où, enfin, un véritable boulevard qui laisse la place à de nombreuses initiatives. Ces initiatives n'ont pas été balayées d'un revers de la main. Ces initiatives existent. Elles existent et je vous ai donné l'exemple par exemple de mécanisme d'évaluation par les pairs, par exemple. Le conseil des sages. Ouais, c'est-à-dire, c'est donner plus de substance, de choses concrètes aux tests qui sont pris par les Africains eux-mêmes. Les textes sont pris, ils existent, ils sont bons, excellents. Excellents. Lorsque vous lisez les textes de l'Union africaine, c'est formidable. La question qu'il faut se poser, pourquoi ne sont-ils pas mis en œuvre? C'est la grande question. C'est la grande question. Pourquoi? Eh bien, d'abord, nous sommes dans un monde qui a éclaté. Le monde a éclaté depuis le démantèlement du mur de Berlin, depuis la cessation du bipolarisme. Eh bien, le monde a éclaté et l'on trouve un peu partout des parrains, des porteurs de parapluies derrière lesquels se réfugient les Africains. On peut éviter cela en étant forts et unis. En étant forts, eh bien, on peut éviter ce que vous dites là. L'Afrique sera toujours très forte. Lorsque on a besoin des voix de l'Afrique, les autres pays, les partenaires, savent très bien comment il faut le faire. Et nous aussi, lorsque nous avons besoin d'un certain nombre d'intérêts à faire interagir dans nos relations internationales, eh bien, nous le faisons. Aujourd'hui, après Kofi Annan, que tout le monde connaît, qui a été un secrétaire général extraordinaire, c'est un fils d'Afrique, hein, comme vous le savez. Voilà. Mais on a un directeur général de l'OMS. On a Ngozi qui est à l'OMC, pardon. Gilbert Humboldt qui vient d'être élu au BIT. Ce n'est pas les voix uniques de l'Afrique qui ont fait élire ces dignes fils de l'Afrique à la tête de ces institutions célèbres, prestigieuses. Non, pas du tout. C'est-à-dire que nos intérêts, si nous savons les défendre, nous serons respectés et nous avons cette crédibilité-là, qui est là, à portée de main. Il suffit d'appliquer nos textes. Les gens croient en nous. Cette crédibilité existe. C'est à nous de nous parer pour la prendre et nous imposer. Et nous imposer. Ce n'est pas pour être tout simplement pour lancer des défis aux autres, mais non, c'est dans l'intérêt de l'Afrique elle-même. C'est dans l'intérêt de l'Afrique. L'Afrique doit s'approprier ses propres dimensions internationales. L'Afrique, c'est un continent, on le clame, on le clame, on le clame, on le chante, c'est le continent de l'avenir, c'est le continent de l'avenir. Mais si on veut jouer vraiment notre partition, notre rôle, c'est que nous-mêmes, nous devons
insister pour que, au niveau africain, nous puissions dire la vérité à nous-mêmes, dénoncer ce qui doit l'être, que ce soit même africain. Donc, entre nous, nous devons nous dire la vérité et dénoncer ce qui vient de la communauté internationale pour dire ce n'est pas normal que vous fassiez comme ça, même si vous êtes une puissance. Et être ferme sur nos positions. Quand on se dit la vérité, je crois qu'il n'y a pas meilleure source d'amitié que d'être franc envers un ami. Donc c'est dans l'intérêt de nos pays et c'est dans l'intérêt de la communauté internationale. Et là, nous n'aurons pas de parapluie. On n'aura pas de porteur de parapluie pour nous réfugier. On n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de nous convier à la réception que nous offre la Suisse pour célébrer l'Afrique, j'aimerais peut-être qu'on prenne quelques questions dans l'audience ou des réactions. Et je vois beaucoup de mains. On va commencer par... Merci. Oui, j'osais espérer que vous alliez donner la parole à un ancien et éternel étudiant de l'Institut, Fatsao Guergouz, Institut africain de droit international. Monsieur le ministre, cher Jean-Marie, je voulais vous remercier pour ce regard à la fois rétrospectif et prospectif que vous avez bien voulu porter sur le multilatéralisme africain. Et à cet égard, je partage la plupart de vos analyses et de vos conclusions. Donc j'ose espérer, comme vous, que le multilatéralisme africain est promis à un futur plein d'avenir. Je partage beaucoup de vos analyses, en particulier celles sur la richesse et l'hyperdynamisme de l'Union africaine, des États africains au sein de l'Union africaine, de la richesse des instruments juridiques adoptés. La plupart d'entre eux, plus d'une soixantaine, sont à l'avant-garde. Je partage également votre analyse sur le rôle de l'éducation. En ce qui me concerne, je considère que l'ignorance est la plus grosse arme de destruction massive dans le monde, et en Afrique en particulier. Et je partage également votre analyse sur le rôle, sur la responsabilité première des États africains. Vous avez beaucoup évoqué, en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur votre intervention, mais le multilatéralisme a deux facettes. Les relations intra-africaines, que vous avez beaucoup développées, et les relations extra-africaines, les relations entre les États africains et le reste du monde. Et à cet égard, j'aimerais vous poser une seule question, et dans le sillage des propos introductifs de Mme Marie-Laure Sall, directrice de l'Institut, quand elle a parlé tout à l'heure des mouvements tectoniques qui travaillaient la société internationale actuelle. Vous avez parlé tout à l'heure du Mali, du rôle des États africains, mais également du rôle des États extra-africains dans la résolution de la crise malienne. Il y a beaucoup de crises en Afrique, hein, crise migratoire, crise sanitaire, gouvernance, éducation, paix et sécurité. Donc j'aimerais vous poser une question en relation justement, pour faire le lien entre le Mali et les mouvements tectoniques qui traversent la société internationale actuelle, c'est de prendre l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine, la crise ukrainienne nous a montré comment la communauté internationale, si on peut l'appeler ainsi, s'est mobilisée face à une agression, face à un désordre. Et je voulais savoir quels enseignements on pourrait tirer de cette hyper-mobilisation, hyper rapide, en l'espace de quelques mois. Pourquoi est-ce que la société internationale, en particulier l'Union européenne et les États-Unis, ne se mobilisent pas avec autant de ferveur et de rapidité en faveur de certaines crises en Afrique, qu'elles pourraient résoudre également? Vous parlez de la crise malienne. Pourquoi est-ce que cet exemple pourrait nous servir à alimenter notre réflexion, la réflexion des plus puissants de la communauté internationale, afin de régler un certain nombre de crises que connaît actuellement le continent africain? Merci beaucoup. Merci. On va prendre encore quelques questions avant de revenir. Oui, madame, là-bas. Ensuite, Ramata. Merci, monsieur le ministre. Excellence.
Moi, je suis née dans un pays qui s'appelait le Zaïre. Et à l'époque, c'était impensable de demander de l'aide internationale, par exemple, pour nettoyer des boulevards. Quand, Excellence, vous dites, la Banque mondiale a refusé une aide supplémentaire pour l'enseignement, pourquoi, en tant qu'Union africaine, on ne demanderait pas d'abord ou on n'enseignerait pas d'abord aux pays qui ont le potentiel de payer ces enseignants? Par exemple, le Congo, on a le potentiel, mais il est mal géré. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la fierté d'aller d'abord chez son frère et utiliser un système qui est ancestral en Afrique, qui s'appelait le système de la tontine, avant de demander et de se mettre dans une situation un peu d'infériorité face à la Banque mondiale ou à d'autres bailleurs de fonds? Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité donnée. Je voudrais dire aussi remercier Monsieur le ministre pour ces mots qui sont énormément touchants. Et un point sur lequel je voulais revenir, c'était par rapport à l'éducation. Et bien, l'exemple qui avait été mentionné par la dame, disant en fait que la communauté internationale pourrait jouer un plus grand rôle dans ce sens-là. Je voudrais savoir comment est-ce que la communauté internationale pourrait bien intervenir. Et est-ce que ça ne crée pas une dépendance de ces différents pays-là à toujours chercher en fait une aide venant de la communauté internationale? Et si oui, comment en fait arriver à pouvoir créer un juste milieu entre les deux? Et vous avez également évoqué le sujet de la, je vais dire, pauvreté des pays africains. Et cela pourrait être basé sur la corruption ou encore le dysfonctionnement en termes gouvernementaux. Mais un point aussi que je voudrais bien mentionner, c'est le fait, hier, je viens de la Côte d'Ivoire. Donc hier, regardant une interview d'un grand monsieur qui est reconnu là-bas en termes économiques, il a fait part du fait que 80% de l'économie nationale était basée sur des entreprises multinationales et des entreprises étrangères. Je voudrais savoir, en fait, si vous ne pensez pas que cela pourrait être... C'est bienvenu dans le sens où on se dit que s'ils sont présents, c'est parce qu'il y a un sens de développement, qu'ils voient en fait peut-être quelque chose d'attrayant là-bas. Mais est-ce que aussi cela ne pourrait pas être peut-être problématique dans un certain sens? Parce que lorsqu'on regarde bien, la plupart des bénéfices qu'ils ont eus repartent dans leur pays d'origine. Donc, est-ce que cela ne pourrait pas être un problème? Et est-ce que ces différents problèmes sont aussi adressés aux côtés du multilatéralisme africain? Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Ramata. Oui, bonjour. Bonjour, je m'exprime mieux en anglais, so je voulais dire merci beaucoup. So I just wanted to kind of bring back the question of kind of how do we, I guess, find more confidence in the multilateral kind of organizations that exist at the moment. My mom is from Mali, and I'm watching the situation in Mali very clearly. And it's interesting because although there is promise in multilateralism within the African continent or in the spaces of Africa, it seems that people are losing some type of hope in what could be. And I think a lot of it comes from this notion of not necessarily listening to your brothers or your sisters on the continent, or when they claim that there's something that they feel like is best for them, they're not necessarily considered because in some ways it doesn't necessarily align with the ones who are kind of pushing forth or like who pushing forth certain decisions. So I know that, of course, geopolitically, there's a lot of things that can cause, I guess, ruptures in terms of decisions that are made for African people that for themselves. But why is it the case that we have to kind of, like, they're not listened to or they're not considered or acknowledged when they say this is the best thing for them, and it doesn't necessarily align with, like, the international space? So, thank you. Thank you. Oui? Je vais essayer de, non pas d'aller dans les détails pour chacun, je vais essayer de donner des réponses globales pour les questions, les interventions qui ont été faites, les préoccupations qui ont été exprimées. S'agissant par exemple du cas de l'Ukraine, effectivement, on peut s'étonner du fait que
on nous a sollicités pour voter. C'était ça. Mais le problème était là avant. Effectivement. Mais on n'avait pas besoin d'être sollicité pour voter. Si l'Afrique était prête à condamner ce qui est condamnable, à dénoncer ce qui est dénonçable, si l'Afrique avait agi comme ça, on ne devait pas venir vers les Africains pour dire votez, votez, votez parce que y a eu un agresseur, il y a eu un agresseur. Non, ce serait automatique. L'Afrique a affronté des crises de manière permanente et récurrente. Et puis, nous avons été, comme je peux le dire, en prenant peut-être certaines précautions, de laisser pour compte. On nous a laissés à nous-mêmes. Nos problèmes sont laissés aux Africains eux-mêmes. Je ne voudrais pas indexer des entreprises, des États. Mais je crois que le constat est fait tout le temps. Hein? Le constat est fait tout le temps que les Africains, lorsque leurs problèmes se posent, on les banalise. On banalise les problèmes africains. C'est vraiment amer. C'est pas bien. Hein? L'Afrique mérite plus de considération de la part de la communauté internationale. À un moment donné, on a parlé du saupoudrage de l'aide publique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de consistance pour des secteurs bien déterminés. Les États qui font autorité au sein des conseils d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, c'est les États développés, ce n'est pas nous. Et c'est eux qui viennent, par le truchement de leurs agents, dire ce que je vous ai révélé tantôt. Pas un centime sur la masse salariale. Débrouillez-vous. On va se débrouiller comment? C'est ça. En d'autres termes, c'était pour rejoindre ce que l'étudiante l'a dit là. Eh bien, pourquoi ne pas s'adresser aux Africains pour soutenir des gens de programme, ce genre de programme en faveur des Africains eux-mêmes? Mais cette coopération, est-ce qu'elle existe? Parce que je ne veux même pas dire qu'elle est embryonnaire. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette solidarité? Il y en a. Il y a quelques solidarités, mais ce n'est pas l'essentiel de la coopération. Je ne parlerai que de ce que je sais, de ce que j'ai pratiqué. Je sais que entre mon pays et son grand voisin, le Nigeria, nous avons développé des programmes communs de développement. Nous avons développé des programmes communs qui ont fonctionné, qui ont très bien fonctionné. Mais ce n'est pas suffisant. À un moment donné, eh bien, il y a des pays pétroliers qui, au moment où il y a eu le choc pétrolier africain, eh bien, d'autres ont fait preuve, certains ont fait preuve de générosité vis-à-vis des pays où ce choc-là a été durement ressenti par les populations et par le budget national de chacun de ces pays, de nos pays. Mais ça s'arrête là, c'est des choses ponctuelles. Ce n'est pas le principe. Ce n'est pas le principe de coopération, malheureusement. Il y a plein d'accords de coopération que nous signons aussi entre pays voisins. Mais ça n'a fait pas avancer les choses non plus. Donc, vous venez d'un pays, vous avez dit, la RDC. Vous savez bien sûr que ce pays est considéré par les grands spécialistes de l'Afrique comme un scandale géologique. Avec le barrage d'Inga seul, on peut éclairer toute l'Afrique. Mais vous pouvez vous poser la question aussi. Vous êtes voisin d'un pays
dont les deux capitales, et vous êtes le ressortissant d'un pays, les deux capitales sont les plus proches au monde. Les plus proches au monde. Mais on ne peut pas accéder. Séparés par le même fleuve. Il s'appelait Zaïre dans le temps, de l'autre côté, mais c'est toujours le Congo. Deux capitales les plus proches au monde. Il n'y a pas un autre pays, deux autres pays voisins comme ça. Pourtant, est-ce qu'on peut y accéder? Est-ce que vous, Congolaises d'aujourd'hui, pouvez-vous aller à Brazzaville aisément? Hein? Que vous pouvez aller aisément. Très bien. Mais est-ce que le pont est fait? Bon, c'est ça ce que je voulais dire. C'est bien ce que je voulais dire. Est-ce que le pont est fait? Est-ce que le pont est fait? Le pont n'existe pas. Pourquoi les deux pays ne peuvent pas se mettre ensemble pour construire ce pont-là, pour qu'il y ait une traversée très rapide, au lieu de prendre le risque des chaloupes qui peuvent chavirer à tout moment, ou bien de prendre l'avion qui met beaucoup de temps pour atterrir, alors que la distance ne fait même pas 35 à 40 km entre les deux capitales. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Ensuite, nous parlons de l'Afrique. Il y a au moins 40, il ne faut pas que j'exagère, près d'une vingtaine de demandes de visa entre pays africains. La libre circulation, elle est problématique. La CEDEAO a réalisé une prouesse extraordinaire dans ce domaine. Mais il y a toujours des blocages par-ci, par-là. D'autres pays, vous ne pouvez pas y accéder sans visa, sur le même continent. Sur le même continent. Dont la superficie va du Cap à Alger et de Dakar à Djibouti. On ne traverse pas un autre continent. Mais pour aller d'un pays à l'autre, souvent, c'est des visas. C'est des calvaires, des parcours de combattants pour obtenir un visa. Pour aller d'un pays à l'autre, sur le même continent. Des efforts sont entrepris, bien sûr, pour la suppression des visas, mais beaucoup reste encore à faire pour la libre circulation. Et la zone de libre-échange économique qui vient d'être instituée, j'espère bien, favorisera la suppression des visas sur le continent. Parce que si les opérateurs économiques ne peuvent pas faire opérer aisément, mener leurs activités aisément, sans demande de visa, de ci et de ça, eh bien, ce sera difficile. Très, très difficile. Ouais. Je crois que l'Ivoirienne avait posé une question. Vous pouvez me rappeler un peu le contenu? Beaucoup d'entreprises étrangères. Mais c'est le niveau d'industrialisation de l'Afrique qui pose ce problème. Nous sommes élégants vis-à-vis de nous-mêmes lorsque nous disons que l'industrialisation est embryonnaire. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est une réalité qu'il faut relativiser. C'est ça. Les autres viennent, ils installent leurs industries, ils font des bénéfices, ils dégagent des marges extraordinaires, mais ils vont payer leurs impôts chez eux. C'est ça le vrai problème. Mais ce qu'ils viennent faire, dites-moi, madame, de vous à moi, est-ce qu'on ne peut pas faire ça nous-mêmes? On peut faire ça nous-mêmes, non? Que d'aller chercher l'expertise étrangère. Et si cette expertise ne permettait même pas, et si elle permettait au moins de former les nôtres pour que la relève puisse être assurée, non. Pas du tout. Les gens viennent profiter encore des ressources en Afrique. C'est ça. Nous pouvons faire ce que des entreprises viennent réaliser chez nous. On peut le faire. On peut le faire. Donc, je crois que, comme je l'ai dit au cours de cette soirée, beaucoup de choses relèvent de nous-mêmes.
on peut faire avancer les choses, on peut beaucoup faire progresser le continent en prenant des initiatives heureuses pour le développement de nos industries, pour la transformation de nos matières premières. On vend nos matières premières pour, on pense s'enrichir, mais non, c'est pour s'appauvrir. On vend nos matières premières, nous nous appauvrissons comme nous vendons nos matières premières. Parce que c'est des matières premières brutes que nous vendons à l'étranger. Eh bien, on a une masse salariale, une masse monétaire importante, c'est très bien. Malheureusement, lorsque ça se fait comme ça, souvent, c'est que ce n'est pas très bien géré. Donc, si, lorsque nous examinons les formes de coopération avec les autres États, si nous leur disons, non, nous voulons construire des scieries importantes, nous voulons construire telle usine de ci, telle usine de ça, mais nous allons le faire chez nous, vous allez le faire chez nous en utilisant notre main-d'œuvre, en formant la main-d'œuvre qui n'est pas encore bien formée. Si on posait ces conditions pour pouvoir prendre la relève demain, eh bien, je pense qu'on est gagnant. L'exemple de la Chine est là. Hein. La Chine, ceux qui ont connu la Chine au XXe siècle, au milieu, dans les années 60, et qui a connu la Chine à la veille du millénaire, c'est-à-dire qu'il y a 22 ans, la grande transformation de la Chine est là. Ils ont copié, ils ont appris tout de l'Occident. Ils n'ont pas fait de cadeau, hein. Pas du tout. Ils ont envoyé les leurs dans les grandes universités pour les former. Et ils rentrent au pays pour développer, pour mettre en application. On peut tirer leçon. On peut tirer leçon de ça. Ouais. Donc il y a de l'espoir. Ouais. Et il faut véritablement que l'Afrique se prenne en charge. Et de cette manière, elle pourra être un acteur qui compte davantage. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous allons continuer, si vous voulez bien, notre échange autour de la réception que le département fédéral des affaires étrangères nous offre pour fêter ensemble l'Afrique. Et je voudrais à nouveau remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans l'organisation de cette journée. Je remercie particulièrement Uli et les étudiants pour cette discussion très riche et qui nous donne à voir que nous devons continuer à faire de l'Afrique une priorité et à en discuter. Et notre institution, pour sa part, jouera son rôle en tant que plateforme pour favoriser ces échanges. Merci encore et merci encore pour votre présence.